Bienvenue sur l'Air du Temps, et bienvenue sur le réseau emedia.sn, bienvenue sur iRadio et ITV. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui une invitée spéciale. Elle s'appelle Madame Sowad Adan Osman. Elle est directrice exécutive de la Coalition pour le dialogue sur l'Afrique CODA. Elle est aussi sur la CODA, est une initiative spéciale de l'Union africaine, de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique et de la Banque africaine de développement. Madame Sowad Adan Osman, merci d'avoir accepté notre invitation. La CODA, ça veut dire quoi? La CODA, c'est une initiative, comme vous l'avez dit, de 3 institutions. Elle a 10 ans. C'est une coalition, c'est une plateforme de débat et de dialogue qui travaille sur les grandes thématiques de l'Union africaine, en vue d'amener les discussions qui se tiennent d'habitude entre gouvernements aux acteurs non étatiques, surtout la société civile. Donc c'est une plateforme qui ramène les autres dans les processus intergouvernementaux, des grandes questions comme le changement climatique, les flux financiers illicites, l'ASLECA, qui sont des grands thèmes du jour. Et puis il y a eu d'autres depuis le début. Et c'est une structure qui est abritée par l'UA à Addis Abeba et qui fait venir les autres dans l'enceinte même, dans le compound de l'UA, pour que tout le monde se familiarise et qu'on puisse débattre des questions que les gens se posent quand il en vient au travail de l'Union africaine. Avant, ces questions étaient discutées à Washington. C'est après que l'Union africaine a demandé, que les Africains ont demandé pourquoi discuter des questions africaines à Washington. Il faut déménager les discussions en Afrique. On a toujours discuté sur le continent, mais il y avait aussi également 2 petites structures qui étaient à Washington et qui justement amenaient les Africains à penser à ces grandes questions. Et on s'est posé la question de pourquoi il faut aller à Washington. Justement pour parler de ça, ça a été fondu, ramené, et c'est de là qu'est née la coalition pour le dialogue en Afrique. C'est en fait une reconnaissance de l'Union africaine, de cette culture d'inclusivité et de partage de l'information, parce que c'est une plateforme politique, l'Union africaine, et ce sont souvent des diplomates qu'ils ont l'habitude d'avoir dans leur mur, d'avoir des intellectuels, des journalistes, de la société civile, etc. Elle n'est pas organisée pour ce genre de choses. Quand ils vont consulter, comme on l'avait fait pour l'agenda 2063, on s'est retrouvé à quand même avoir un processus beaucoup plus inclusif. Mais c'est des cas un peu particuliers où l'impression, du moins le sentiment le plus répandu parmi les intellectuels et les gens de la société civile. La société civile, c'est presque tout le monde, c'est des instituts de recherche pour la plupart, ne sont pas assez consultés, ne sont pas à la table. On est en train de discuter en ce moment de l'ASLECA, un processus qui est quand même politiquement très bien géré, où on avance très vite. 54 pays sur 55 ont déjà signé. Il y a eu 28 ratifications. C'est énorme en un an. On a créé la zone de libre-échange la plus large du monde par membre. Et puis, on a l'impression que la consultation n'est pas nécessairement là. Donc, la CODA a organisé un premier dialogue, on les appelle des dialogues politiques, donc c'est au niveau des décideurs, entre les décideurs, donc les négociateurs et les ministres du commerce, et les autres parties prenantes. On l'avait fait en mai, avant d'aller à Niamey, avant que la phase opérationnelle ne soit inaugurée. Et maintenant, à la fin de ce mois-ci, les 25, 26 et 27 novembre, à Addis Abeba, se tiendra un autre dialogue de haut niveau. Et cette fois-ci, ce sera avec le secteur privé, surtout les chambres de commerce, parce qu'elles sont inquiètes. En juillet 2020, nous sommes
ils seront obligés de transiger et d'utiliser le nouveau régime. Ils ont beaucoup de questions, donc nous espérons ramener tout le monde autour de la table pendant 3 jours, voir quels sont les outils, que l'Union africaine partage toute l'information qu'elle a. Ce sont des processus qui sont quand même à huis clos, ce qui est normal. Ils sont en train de négocier un certain nombre de protocoles. Il y a eu 6 protocoles qui faisaient partie de l'accord. Le protocole sur le commerce du service, le protocole sur le commerce des produits, et puis la gestion de Settlement of Dispute Body. Ces 3-là ont été discutés dans la première phase de la négociation. Et dans la deuxième phase, en fait, c'est ce qui est maintenant le plus compliqué, le protocole sur l'investissement, le protocole sur la compétition. Et donc, les gens s'attendent à savoir ce qui est prévu, comment on va le faire. Et puis, il y a quand même toute cette grande question que si on ne veut pas que ce soit un autre traité, comme on en a plusieurs qui n'ont pas nécessairement servi, cette initiative qui se veut une initiative la plus ambitieuse de l'agenda de l'intégration, qui est le but premier de l'unité, qui est le fondement même des valeurs unitaires. On s'attend à ce qu'il y ait quand même, chacun joue son rôle, et surtout le secteur privé. Et si le secteur privé doit jouer son rôle, ça suppose qu'il y a une façon très structurée pour le secteur privé, pour que le secteur privé puisse interagir avec les gouvernements et avec l'Union africaine, les institutions de la ZLECA, dont le secrétariat, par exemple, a été décidé qu'il serait à Accra. Les communautés économiques régionales veulent aussi savoir un certain nombre de choses clarifiées. Donc, ça permet, en dehors des négociations qui sont prévues, de définir un certain nombre d'autres paramètres dans un cadre un peu plus inclusif. Oui, la ZLECA vient à un moment important pour l'Afrique, où il faut renforcer le commerce entre pays africains, les relations entre autres, mais elle est traversée par une situation assez inédite. Beaucoup estiment que les Africains, souvent, quand ils discutent leurs problèmes, ils le font à l'extérieur. Si les gens parlent de sommets Afrique-Chine, Afrique-France, récemment Afrique-Russie, alors que les Africains entre eux ne sont pas assez réunis pour échanger plus entre eux. Alors, pour les échanges, moi, mon expérience, c'est que c'est le contraire. Ça fait 2 décennies que je suis à Addis Abeba. Tout se discute ici. Que l'Afrique soit ouverte à discuter avec d'autres partenaires, et surtout les nouveaux, ça a toujours été, ça le sera. En général, ce qu'on a vu venir, et c'est le cas, que ce soit sur la ZLECA, les flux financiers illicites, les changements climatiques, on s'organise d'abord sur le continent. C'est le rôle premier de la Commission de l'Union africaine qui ramène tous ceux qui doivent discuter de ça, définissent, étudient la question, l'apporte à l'attention des décideurs qui, eux, décident à leur niveau également, parce que ça passe par plusieurs niveaux. Les experts finissent leur travail pour le passer au ministre et ensuite ça va au chef d'État. Et on a souvent eu, il y a quand même un certain nombre de ce qu'on appelle CAP, des positions africaines communes, Common African Positions. Donc quand la question nécessite qu'on ait une position commune, on l'a définie. Quand elle nécessite des discussions comme on les a, les processus sont établis et sont gérés par les différents départements et organes de l'Union africaine. Maintenant, s'ils sont ouverts à des discussions avec d'autres parties du monde, des économies émergentes, je crois qu'ils ont toujours accommodé et ils y vont en général en groupe. Et donc, il y a énormément de tractations dans certains domaines. Sur le cas de la ZLECA, ce qui est inquiétant, c'est qu'ils ne commercent pas assez entre eux. Oui. Prenons l'exemple aujourd'hui de l'Union européenne, qui est une zone commune, avec la même monnaie. Vous avez aujourd'hui dans la zone le franc CFA, qui est contesté de plus en plus par la jeunesse africaine, qui demande que l'Afrique sorte du franc CFA pour avoir sa propre monnaie. Comment aujourd'hui, dans le cadre de la ZLECA, on peut mettre en place un marché commun avec une monnaie africaine, le CFA, qui est convertible et qui est aspirée par la monnaie européenne? Alors, je ne sais pas si on a besoin nécessairement d'utiliser le modèle européen comme étant un modèle dont on doit s'aspirer. Mais c'est clair que le continent a... Parce que l'Europe a une seule monnaie. Oui. C'est l'euro. Oui. En Afrique, vous avez autant de monnaies, peut-être qu'il y a de pays.
Vous avez par exemple le rand en Afrique du Sud, Oui. vous avez le cedi au Ghana, Oui. vous avez d'autres monnaies en Mauritanie, l'Ouguiya, ce sont des pays africains, qui sont dans l'Union africaine, mais qui n'ont pas toutes la même monnaie pour pouvoir faire face à l'ordre européen. En Europe aussi, vous avez la Suisse qui n'utilise pas la monnaie. La plupart des pays scandinaves, qui sont des pays qui s'en sortent très bien, n'utilisent pas l'euro. L'Angleterre, qui était dedans et qui n'utilisait pas l'euro, en est sortie. Donc je pense qu'il y a énormément de choses dont on peut apprendre, même des questions. Ce qui se passe, c'est que même pour l'agenda et le processus de l'intégration, le continent l'a fait un peu dans le sens inverse. Et on fait un peu les choses comme ça, il nous semble. Hein. Les experts disaient il n'y a pas si longtemps que c'est un continent qui est tellement unique à cause de notre histoire, à cause de notre façon de faire les choses et à cause du fait que les colonisations ont tellement duré parce qu'elles étaient là pour organiser des choses pour d'autres et pas pour nous nécessairement. Ce sont des économies qui ont été un peu structurées sur le drainage pour amener aux autres ce qu'ils avaient besoin. Donc la valeur ajoutée, la transformation et la valeur ajoutée se passent ailleurs qu'ici. Et c'est ce qu'il faudrait gérer dans un premier temps et rapidement. Pour la question de la monnaie, avant même d'y arriver, on a tellement d'étapes à passer. On estime que celle-là était une étape qui était attendue depuis le Lagos Plan of Action et toutes les autres grandes étapes qui se sont passées, y compris le passage de l'OUA à l'UA. C'était pour renforcer cette coopération et la rendre plus efficace. Et je crois qu'on y est. Il y a un niveau de maturité qui est en train de s'opérer, mais il faut quand même qu'on reconnaisse qu'il n'y a même pas de modèle économique, même scientifique, qui arrive à bien cerner ce qui se passe sur le continent. On ne peut pas... Dans la plupart de nos pays, on estime que la moitié de l'activité économique et là où les gens sont, où l'énergie est informelle. C'est pas que les gens ne savent pas quoi faire, c'est pas qu'il ne se passe rien. On utilise encore, on est des consommateurs des idées des autres, des concepts et des définitions des autres, et on ne sait pas comment mesurer ça, simplement. Mais justement, la grande difficulté, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui que la ZLECA soit affaiblie par le fait qu'aujourd'hui les produits africains ne sont pas transformés en Afrique, sont exploités, sont drainés, comme vous l'avez dit, à l'extérieur, transformés et qu'on fasse revenir en Afrique? C'est des pertes d'emplois. Et si l'Afrique n'arrive pas à s'industrialiser, à faire les choses sur place pour ses propres populations, la ZLECA va devenir un grand souk pour le monde. Absolument. C'est exactement pour ça que le nombre de protocoles qu'ils ont choisis, et quand on voit le niveau de négociation pour chacun d'entre eux, un des grands objectifs de la ZLECA, c'est justement ça, de créer ce qu'ils appellent les chaînes de valeur régionales. Il y a des pays qui s'en sortent mieux sur un aspect. Ou alors, il faut juste organiser les choses, à ce que ce ne soit pas que le Sénégal qui fasse ça. Ils peuvent faire une partie au Mali, accepter que l'autre partie viendra du... Mais c'est une façon de s'organiser ensemble et ensuite de se protéger, de protéger ce marché de nos partenaires. La liste des produits qui pourront circuler sans être taxés ne pourront pas être des produits qui viennent d'ailleurs. Tout le monde aura le droit de les taxer quand ils arrivent dans leurs frontières, sauf que c'est ce qu'ils appellent le rules of origin. Il y a énormément de choses qui sont en train d'être négociées, mais il faut aller bien commencer quelque part. Et en général, sur ce continent, comme ça l'a été pour la plupart des choses que nous faisons, comme on n'a pas assez de bonnes données, comme les modèles économiques ne nous aident pas à bien cerner ce qui se passe, ce qu'on doit faire en général passe par une décision politique. Il s'assure d'abord que la décision politique est là, est renforcée, et ce n'est qu'après que le reste suit. Et je crois que dans ce domaine, on est en train de faire ce qu'il fallait. Mais voilà, on estime, du moins c'est la position de la CODA, qu'il faut quand même permettre à la Commission de l'Union africaine d'avoir des communications structurées, de donner plus d'informations dans beaucoup d'autres cadres que celui qui est déjà établi par le processus dans lequel ils sont déjà. Est-ce que le système de la ZLECA qui sera mis en place ne risque pas de se heurter aux règles de l'OMC? Alors, nous savons que c'est justement, comme on disait tout à l'heure, c'est une discussion encore africaine.
L'OMC observe, regarde, parce que ce n'est pas rien de créer la zone de libre-échange la plus large au monde par membership, hein, pour le nombre de membres. Donc l'OMC aura... Mais on parle bien d'un cadre africain, d'une initiative africaine qui était longtemps attendue, qui comme on dit, la raison même d'être de l'unité africaine. Hein. Et donc, ce qui va se passer avec ce qui est en train de se dire par rapport à l'OMC sera déterminé probablement dans un deuxième temps, mais dans un monde où tout le monde est en train de se protéger, n'est-ce pas, avec une Amérique de Trump, où tout le monde est en train de se protéger, l'Union européenne protège bien tout ce qui se passe, je crois que la zone de libre-échange africaine va être définie, organisée, structurée selon les besoins de l'Afrique dans un premier temps. La prochaine ZLECA qui se tiendra du 25 au 27 à Addis Abeba va accueillir les chambres de commerce africaines et les investisseurs africains. Qu'est-ce que les chambres de commerce africaines peuvent faire pour rapprocher les pays africains dans les échanges commerciaux? C'est le secteur privé qui est le moteur de l'économie, on est bien d'accord. Et donc, les chambres de commerce, les associations de commerçants, les experts en investissement, en infrastructure, en télécommunications, seront tous concernés par ce qui est en train d'être décidé. Quand on sait que c'est 28 pays qui ont déjà ratifié, entre maintenant et juillet prochain, si on atteint 30 ou on va au-delà de 30, c'est une réalité. Ils ont un rôle très important à jouer. Ils semblent s'entendre pour dire que c'est une opportunité. Ça profitera au commerce africain, aux commerçants africains, ça profitera au commerce, ça permettra au commerce intra-africain de vraiment sortir de ce qu'on avait l'habitude de lui donner, hein, qui n'était pas du tout assez important. Et ils doivent comprendre, il faut que la Commission leur dise, c'est que les ministres et leurs experts en décident. Donc c'est un moment de communication d'un point de vue de la Commission de l'Union africaine qui est responsable du processus et d'obtenir aussi le feedback, d'obtenir le point de vue et de consulter de façon très large. Je disais que le rôle doit être compris par eux-mêmes, le rôle que nous percevons pour eux d'un point de vue de l'Union, oui, mais le rôle que eux-mêmes perçoivent, comment ils se voient dans cet exercice-là, le rôle qu'ils sont prêts à jouer, celui qu'ils ont besoin de jouer, doit être compris. Donc nous espérons que cette rencontre du 25, 26 et 27 jouera ce rôle où les gens qui ont, la plupart de ces acteurs, opérateurs économiques, les questions qu'ils ont, ils trouveront les réponses à ces questions-là, ils pourront identifier, ils permettront aussi à un certain nombre d'autres acteurs. Maintenant, il n'y a pas que la Commission de l'Union africaine, il y a la Banque africaine de développement, la Banque africaine import-export, Afreximbank, qui est basée en Égypte. Il y a les Afro-champions qui se sont tous rapidement mobilisés, qui offrent des outils pour faciliter cette interaction entre les chambres de commerce, par exemple, et les gouvernements, et entre les chambres de commerce ou le secteur privé et les processus de la ZLECAf et les institutions de la ZLECAf, parce qu'il va y avoir un certain nombre d'institutions qui vont être mises en place, qui sont dans les termes de référence sont en train d'être discutés, donc ça permettra aussi de les consulter sur comment structurer et conceptualiser le travail de ces instruments-là. Oui, mais beaucoup de jeunes Africains estiment que l'Union africaine fait beaucoup de choses, parle de beaucoup de choses, mais ils attendent souvent dans les actes. Ils estiment qu'il y a plus de discours, de réunions entre chefs d'État et entre experts qu'il y a d'actes sur le terrain. La preuve est donnée aujourd'hui parce que la moitié de la jeunesse africaine est en train de prendre des bateaux pour faire de la migration clandestine. En Europe, un peu partout, en Italie, en France, il y a beaucoup de jeunes Africains en Libye qui se retrouvent à errer dans les rues parce que l'Afrique ne donne pas de perspective, malgré ses ressources et malgré sa richesse. Alors, deux choses. C'est vrai que la question, les implications de la ZLECAf sur les jeunes, surtout les jeunes entrepreneurs, l'entrepreneuriat des jeunes, sur les femmes qui sont dans le secteur informel, est à étudier parce que tout le monde a besoin de comprendre quelles vont être les implications. Maintenant,
si on est dessus de notre institution, parce qu'on y parle, c'est une plateforme c'est une plateforme politique, n'est-ce pas? L'Union africaine, ça dépend de ce qu'on veut y voir. L'Union africaine, c'est une plateforme de chefs d'État. Donc c'est un réseau de chefs d'État qui se réunissent, c'est une commission, c'est un certain nombre d'organes, c'est toute une machine en fait. Donc l'Union africaine, comme moi je la connais, c'est une expression de ce que l'Afrique voudrait voir, qu'on soit plus unis. Maintenant, la manière de structurer... L'impact réel sur la vie des populations de tous les jours, à quoi elle sert? C'est clair que le lien entre ce qui se passe à Addis Abeba et ce qui se passe sur le terrain, il y a un décalage. Ça n'empêche pas non plus de dire que ce n'est pas la moitié de nos jeunes qui partent, hein. C'est à peine 3% de l'immigration africaine qui sort de l'Afrique. Qu'elle soit vers les routes du Nord ou de l'Est, l'Afrique absorbe ces immigrants, absorbe les siens, accueille les siens. On ne les considère même pas des immigrants, ils deviennent très vite. Le cas de Pateo est un cas assez exceptionnel, mais il y a que ça. Et donc, c'est vrai, et c'est très médiatisé, et l'Union européenne, enfin les Européens sont très contents de voir, quand il y a quelques dizaines d'Africains qui passent, de sortir ça hors norme, mais les chiffres ne sont pas là, et qu'on le veuille ou non, c'est clair que les attentes de la jeunesse doivent être... Même il y a des tensions. C'est clair. En Afrique du Sud, en Afrique on a vu du ce qui s'est passé avec Absolument. Cette vague de xénophobie. Absolument. En Afrique du Sud. Absolument. Ça aussi, c'est des problèmes réels en Afrique. Oui. Les pauvres, parmi les plus pauvres, qui s'entretuent dans des bidonvilles. Mais on a quand même, il y a énormément à faire. Personne ne reniera le fait que le travail, le chômage des jeunes est un souci. Celui de l'autre groupe vulnérable, qui est actif d'ailleurs, hein, les femmes, est tout aussi inquiétant. Et c'est vrai que toutes les grandes discussions, les grandes déclarations de l'Union africaine, on ne les voit pas traduites en action nécessairement sur le terrain. Mais bon, c'est un continent qui s'est organisé avant de s'industrialiser aussi. N'est-ce pas? C'est pas venu nécessairement dans le même ordre que ça s'est passé ailleurs. Et donc, il y a un peu de ça qui se passe. La capacité, toute cette notion de l'État capable, je ne sais pas si on va mettre en premier la nécessité de l'autodétermination avant, parce que l'Union africaine, c'est un peu ça, c'est de dire s'il y a des choses que nous devons faire par nous-mêmes et entre nous et ensemble, on va le faire dans ce cadre-là. C'est un peu à ça que ça sert. C'est clair que ça n'a pas répondu nécessairement, et l'Union africaine des peuples, on est nombreux à encore la chercher. Parlons des flux financiers illicites, les FFI. On a constaté qu'aujourd'hui, selon les calculs, les estimations qui ne sont pas très précises, qu'il y aurait plus de 87 milliards de dollars qui sortiraient chaque année du continent, alors que cet argent aurait pu servir, s'il est resté en Afrique, à financer des programmes de développement, d'éducation, de production, d'agriculture. Qu'est-ce qu'aujourd'hui la CODA fait dans le cadre de ce travail-là? Est-ce qu'il est aisé de lutter contre les flux financiers illicites? Aisé, non, ça ne peut pas l'être. Est-ce qu'on doit le faire? Oui. Est-ce qu'on fait quelque chose? Absolument, et de façon cohérente depuis pratiquement une décennie maintenant. Les flux financiers illicites, c'est un phénomène, n'est-ce pas? C'est un phénomène qui fait que tout est caché. Ce qui est illégal est rendu licite. On transforme... Il n'y a même pas une vraie méthodologie acceptée par tout le monde pour même les mesurer, parce, du fait que c'est un phénomène où c'est fait pour que les choses soient cachées. Les chiffres, on en parle, le rapport du panel de haut niveau de l'Union africaine et des Nations unies, qui a été géré par Thabo Mbeki, ancien président de l'Afrique du Sud, avait sorti ce fameux chiffre de 50 milliards de dollars par an qui fuit le continent. Tout est toujours... Parce qu'il y a d'autres flux peut-être beaucoup plus importants que ce qui est calculé. C'est ce qu'ils ont dit, que c'était en prenant la méthode la plus conservatrice, au strict minimum, on pouvait raisonnablement dire qu'il y a un manque à gagner. Il y a un manque à gagner de 50 milliards de dollars, qui est le double
de l'aide au développement que l'on reçoit, n'est-ce pas? On ne reçoit pas plus de 25 milliards par année. Alors, la même organisation, la Commission la Commission économique pour l'Afrique, la CEA, en 2016, a sorti les nouveaux chiffres, et là on parle, et c'est une méthode qui a été un petit peu peaufinée, de 119 milliards de dollars par année de flux qui sortent du continent. Alors, quand on parle de flux, c'est qu'il y a une source, il y a une destination. Nous sommes source. La destination, ce sont nos partenaires commerciaux. Source, les pays riches en pétrole, enfin en ressources naturelles. Et on est dans une dynamique où, pour se battre, comme vous disiez, c'était pas évident, mais on se bat sur il faut se battre sur beaucoup de fronts. Il faut se battre sur le front de la définition même, de la méthodologie pour évaluer ça, parce que nous ne sommes pas le seul continent du monde. Si on veut que ça soit géré, c'est un problème africain, puisqu'on l'a défini d'une manière de notre point de vue, mais la solution est globale. Donc il faut que les autres aussi le trouvent comme étant un problème et le priorisent comme nous le priorisons. Mais il est définitivement positionné comme un problème de mobilisation de ressources. Si on doit se développer, il faudrait que les ressources restent. Ce drainage-là de ressources n'est plus admissible. Et donc, il y a énormément de choses. À la CODA, moi, par exemple, j'ai un autre titre, en plus d'être la directrice exécutive, je suis la coordonnatrice de ce consortium, d'un consortium de 16 organisations qui se sont mis ensemble pour mettre en œuvre les 38 recommandations du panel de haut niveau. Et ce panel-là avait fait un travail énorme. Personne, même ailleurs, surtout aux Nations Unies, ne peut parler de flux financiers illicites sans faire référence à ce document, sans faire référence à ce que l'Afrique a fait. Et le secrétaire général des Nations Unies avait fait un appel aux autres sous-régions, aux autres continents, de faire la même chose, d'évaluer leurs flux financiers illicites. Nous sommes assez avancés. On avait poussé, en 2015, il y a eu la troisième conférence mondiale sur le financement pour le développement. On avait beaucoup forcé il y a eu une reconnaissance que le travail qui a été fait était un travail rigoureux sur le continent. On a donc un leadership là-dessus que nous prenons très au sérieux. Et on en a fait un indicateur des ODD. C'est l'indicateur 16.4.1. Qui est efficace, qui est fait contre les flux financiers. Et comment? Alors, il y a énormément de points de vue et beaucoup d'acteurs qui travaillent là-dessus. Quand je parle de consortium, c'est bien parce qu'il y a une multiplicité d'acteurs et donc de travailler de façon cohérente et ce qu'il faut. Donc, les recommandations qui ont été adoptées par les chefs d'État africains en janvier 2015, qui sont devenues une déclaration de l'Union africaine qui est très détaillée, quand on essaie de mettre en œuvre cette déclaration, ce sont les 38 recommandations du panel de haut niveau, chacune des recommandations dit bien ce qu'il fallait faire, etc. Et il y a des institutions qui sont de l'avant, qui prennent, par exemple, je vais vous donner un exemple, cette année, la CODA, par exemple, qui non seulement joue le rôle de secrétariat avec l'Union africaine pour activer et maintenir cette plateforme de coordination, nous sommes en train d'aider le Conseil consultatif sur la corruption de l'Union africaine et le département affaires politiques de l'Union africaine de formuler la position africaine commune sur les flux financiers, sur les biens souverains. Le panel disait que les banques internationales, quand on prend quelqu'un, un politicien ou peu importe, et qu'on gèle des biens, c'est qu'on a déjà incriminé quelqu'un. Donc on sait à qui c'est lié. Ces banques-là refusent en général de redonner ou de renvoyer l'argent, mettent beaucoup de conditionnalités, d'un coup sortent des standards. Mais au moment où ils reçoivent ces dépôts, ces standards-là, ils ne les appliquent pas, en fait. Parce que si moi, je vais aux États-Unis, j'essaie de déposer 15 000 $, ce sera très difficile. Au-delà de 10 000 $, je suis obligée de le déclarer, de montrer la source. Si j'y allais avec 15 millions de dollars, il semblerait qu'on passe par des processus qui sont autres. Alors, pourquoi sont-ils là? Qui a le droit moral de moraliser les autres? Et puis,
d'un point de vue pratique et concret, ces banques-là qui ont reçu les dépôts, sachant que ces dépôts-là ne sont pas de l'argent normal qui peut venir eh bien, elles sont tout aussi coupables que celui qui a volé, qui est incriminé. Et au minimum, on devrait les name and shame, on devrait savoir qui elles sont, le faire savoir, et ces ressources-là devraient être enlevées à ces banques-là. Si c'est de l'argent de source africaine, on devrait la mettre dans un escrow account dans la Banque africaine de développement. Si c'est de l'argent asiatique, dans la Banque asiatique de développement, etc. Est-ce que l'Afrique a les moyens de contraindre ces banques-là à faire ce travail-là? Est-ce que vous avez les moyens de contraindre les banques là? Voilà, alors c'est justement la raison d'être de cet exercice de formuler une position commune. Quand on y va un pays à la fois, comme nous sommes des petits pays, l'exemple le plus important, c'est quand même le Nigeria. Le Nigeria, sous le président Buhari, on fait énormément d'efforts, pas que la Suisse, partout. Partout, ils recherchent leur argent. Dubaï leur a rendu, l'Angleterre a renvoyé de l'argent, la Suisse a renvoyé de l'argent. Et alors, on essaie d'apprendre, c'est un pays qui a mis beaucoup de moyens et qui a beaucoup de moyens, qui a beaucoup de force et un poids aussi bien sur le continent qu'ailleurs. Et si eux trouvent l'exercice compliqué et trouvent le monde de moins en moins transparent, quand on est un petit pays, on n'y arrivera pas. Donc l'idée, c'est qu'on sorte ce qu'on appelle une position commune qui déterminera quels sont les critères minimums en deçà desquels cet argent-là doit automatiquement aller ailleurs. Donc, et ça devient, en fait, c'est un incitatif pour ces banques-là. Ils les reçoivent sachant que même quand quelqu'un est incriminé, ils gardent cet argent. Le fils du président de Théodore Obiang, c'est le même cas. La Suisse a dit qu'ils allaient garder cet argent et le donner à une œuvre de charité. Ils ne rendront pas ça au pays parce que le pays n'est pas capable de leur donner les garanties que cet argent ne va pas être revolé. Alors, ils touchent à une question souveraine, parce que c'est de l'argent. Qui sont-ils quand eux-mêmes sont tout aussi coupables que la personne qui sont en train de moraliser? Parce que quand ils reçoivent cet argent, ils savent très bien d'où ça vient. Ils pourraient très bien dire... Et donc, ils ne semblent pas être concernés par ce qui se passe en dehors de leurs frontières, sauf quand il faut maintenant faire leur part. Et donc, ce serait de leur mettre devant leurs responsabilités et de le faire au niveau global. Nous essayons de l'avancer assez vite pour que ça aille au sommet des chefs d'État en janvier et surtout porter l'exercice au niveau global parce que le Nigeria, cette année, a la présidence de l'Assemblée générale et nous espérons qu'on aura l'opportunité de au moins poser la question proprement au monde et en disant qu'il y a un problème. C'est quand même une tautologie que de recevoir de l'argent, de dire de l'autre il est mauvais et à ce moment-là seulement d'avoir des conditionnalités. Et les procès durent entre une décennie et demie. On parle de milliards de dollars. Donc il faudrait au strict minimum s'entendre sur si ça a été identifié, que ça parte de ces banques-là, au minimum. Donc, on est en train de s'avancer. Alors, c'était pour répondre à votre question. Est-ce qu'il est facile de se battre? Non. Le plus gros que le panel avait identifié comme étant la raison d'être de ces flux financiers de ce niveau-là, c'est les problèmes de capacité. On a forcément, mais c'est quand même en train d'être corrigé, des manquements dans nos cadres institutionnels et législatifs, dont les multinationales, quand elles arrivent et qu'elles font ce qu'elles feraient ailleurs, du tax planning, quand on en vient en Afrique, ça devient un peu plus facile parce que c'est pour ça qu'on est dans l'illicite. Ils ne sont jamais dans l'illégal. Mais bon, est-ce que ce n'est pas sur ce point que se pose aujourd'hui le problème de leadership en Afrique? Parce que les institutions aussi elles sont fortes. Les présidents ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Mais en Afrique, on a l'impression que les institutions ne sont pas assez fortes et sont à la merci des dirigeants qui peuvent accepter que certains flux illicites se fassent dans leur pays parce qu'ils n'ont pas le leadership nécessaire pour contraindre ces entreprises-là à respecter la loi. C'est clair que si on a autant de manquements dans le cadre institutionnel et législatif, la bonne gouvernance n'y est pas. Parce que quand on sait ce qu'on a à faire et que tout le monde le fait, on ne sait plus pas. Il y avait des études qui sont sorties qui disent par exemple, et tout se fait avec les multinationales et la manière dont elles négocient les contrats, par exemple miniers et pétroliers. Dans une grande partie des pays de notre continent,
ça se négocie avec la présidence, ce qui ne devrait jamais être le cas. Maintenant, même quand elle se négocie là, les négociateurs vous diront il y a une partie où ils ne rentrent plus, où le travail technique s'arrête et ça devient très vite politique. Ça ne devrait pas l'être. Parce qu'il y a de la corruption derrière. Absolument, absolument. La corruption est dans le cadre des flux financiers illicites en partance d'Afrique. On a dit que c'était les 3 C, le commercial, le criminel et le corrompu. Le commercial est le plus gros, c'est ceux qui en profitent le plus, surtout des multinationales. Oui, voilà. Là, c'est surtout les fausses facturations, surfacturation, sous-facturation, parce que ce sont des agglomérats, d'organes de pays qui opèrent au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, et ils savent où déclarer quoi, et finalement ils ne payent rien à personne. Enfin, ils ont toute une méthode de fonctionner, surtout dans le secteur minier, c'est très visible. C'est le seul secteur où la chaîne de valeur est organisée autour de façon à ce que personne ils ne payent pas de taxes à personne. Mais ce n'est pas sur ce point bien précis que l'Union africaine doit davantage travailler dans le cadre de la formation et des ressources humaines de qualité qui puissent faire face justement à ces mastodontes qui ont des cabinets d'avocats puissants, qui ont des juristes qui sont puissants, qui veulent négocier dans nos pays, alors que nos cadres peut-être ne sont pas à niveau. Alors, dans le cadre de la négociation, on n'est pas très sûr que ça soit encore le problème, parce que nous estimons qu'il y a énormément de structures la Banque africaine de développement, l'Union africaine justement, ils ont les experts qui peuvent aider, qui peuvent former, qui peuvent même y aller et aider à la négociation. C'est des questions souveraines. Là où il y a un problème, ce sont par exemple les agents, les douaniers, les juges, les auditeurs et surtout ceux qui relèvent les taxes. Et ça, on a énormément de problèmes parce que de toute façon, ils ne sont pas en mesure d'évaluer réellement. Ils sont obligés de s'en tenir, surtout dans le secteur minier. Il faut les former. Voilà. Alors la formation, on ne peut pas juste compter sur les autres ou sur des agences. C'est ce que l'Union africaine avait fait il y a déjà une décennie. On a sorti ce qu'on appelait la vision minière africaine, la VMA, qui avait tout un cadre et un guide de ce qu'il faut voir, la base sur laquelle un certain nombre de codes miniers du continent a été revu. Je crois que de l'ordre de 15 codes miniers ont été revus pour justement intégrer les principes de la VMA. Et on avait mis en place, c'était à Addis Abeba, maintenant ça va se déplacer à Conakry, le Centre africain de développement minier. Et dont une des responsabilités, c'est de justement surveiller ce qui se passe dans ce domaine-là et former les cadres. Dans le cadre de notre combat sur le flux financier illicite, on est en train de formuler un projet, parce que qu'on le veuille ou non, peu importe le niveau de transformation, de valorisation de nos ressources, elles sont vendues sur un marché international. Le bauxite de la Guinée n'a pas cours dans le monde entier. Et personne ne pourrait produire pourtant un cellulaire, un mobile, sans ça. Mais nous n'avons pas fait ce travail-là qui doit être fait en amont, et ça arrange tout le monde, que ça soit négocié comme si on était au marché, alors que ça pourrait être déterminé proprement. Il y a aussi cette façon il y a énormément de choses qui sont assez techniques et qui doivent être faites. L'achat des bases de données, où il y a de l'information qui peut être recoupée, qui devrait être utilisée par nos cellules d'information financière, etc., le ministère et tout ça, les trésors africains. Et tout ce travail-là est en train d'être fait. Les pays sont à des niveaux différents. Il y a des pays qui l'ont déjà, il y a des pays qui ne pourront pas l'avoir. Il faudrait que la Banque africaine de développement l'achète et le propose comme bien commun, etc. Donc nous travaillons sur tous ces aspects-là et sur tous ces fronts-là. Mais est-ce que ce travail n'est pas un peu contrarié avec la nouvelle donne digitale à travers le monde, le numérique, qui est venu compliquer les choses, ou peut-être des flux financiers peuvent passer dans ce réseau-là sans pour autant qu'il y ait une maîtrise de tout cela? C'est un véritable cauchemar, parce que c'est pour les administrations africaines qui ont déjà beaucoup de mal à faire ce qu'elles avaient à faire, comme vous dites, parce que la capacité et les outils qu'il leur faut ne leur sont pas disponibles. Mais on a ajouté tout un domaine où
ils ne sont même pas là, ceux qui exploitent. Ils exploitent, ils vendent, et tout se fait au-dessus. Ils n'ont même pas le moyen. Alors, c'est une discussion importante, globale, qui se tient en ce moment. On avait voulu, quand le monde entier s'était réuni à Addis Abeba en 2015, que le droit à la taxation de cette économie qui se digitalise très très vite se fasse, au moins la discussion se fasse dans le cadre des Nations Unies, parce que nous y sommes. Comme nous ne sommes pas aussi avancés, ce sont les pays occidentaux qui le sont et qui sont très inquiets de ce qui est en train de se passer. Et alors se passe en ce moment une discussion au niveau de l'OCDE qui a été commanditée par le G20, qui demande qu'on établisse, et aussitôt qu'en 2020, à un moment donné, je crois que c'est en octobre, ils vont changer les règles de la taxation internationale, et l'Afrique n'est pas encore à la table. Parce que la France a posé le débat avec les GAFA en disant qu'aujourd'hui, que ceux qui en profitent pour faire du commerce en France doivent payer des taxes. Absolument, ils ont pris une position forte. Dans les États-Unis, un combat entre l'Union européenne et les États-Unis par rapport à ces GAFA, et l'Afrique est absente de ce débat. Elle sera absente parce que déjà le débat se tient dans le cadre de l'OCDE. L'Afrique n'est pas à l'OCDE. C'est pour ça qu'on avait demandé que ces discussions-là se tiennent dans le cadre des Nations Unies. Les Nations Unies, c'est beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus long. Il n'y avait pas de structure qui pourrait opérer ça. Et nous sommes un peu inquiets de ce qui va se passer parce que justement, aucune de nos administrations actuellement n'est capable de le faire. Et puis, quand les règles vont changer, en fait, le plus gros de ce qui est en train de se discuter, les règles disent le droit de la taxation, qui est normalement un droit souverain, hein, le droit à la taxation d'une institution digitale ou d'une transaction digitale va se faire là où la compagnie a un pignon sur rue. Et elles ne sont pas ici. On va être que des consommateurs de choses qui sont importées. Mais si nous sommes des consommateurs et que ça échappe à notre trésor, on ne sait pas comment ça va se faire. Et c'est un véritable problème que nous pensions que les ministres des Finances se sont penchés sur cette question à Marrakech l'année dernière, encore l'année prochaine encore en mars 2020 à Accra. Ça occupe beaucoup les esprits. Est-ce qu'il y a une stratégie africaine par rapport à cette nouvelle donne? Il y a un prononcement, une déclaration, parce que les administrations ne sont pas... consommatrice d'Internet, de grande consommatrice de digital. Des millions de portables sont vendus en Afrique. Pas que les portables. Dans beaucoup de nos pays, on se déplace, on achète sur Amazon, on se déplace avec Uber, enfin. Mais non, nos administrations ne savent même pas comment toucher ça de près. Donc, dire qu'on va avoir une stratégie... la discussion est en train de se développer. Mais c'est clair que les pays développés sont très inquiets eux-mêmes, avancent et vont, comme on fait d'habitude, sortir des règles qui deviennent des standards globaux et qu'on sera obligé de suivre, alors qu'on n'était pas à la table quand ça se discutait. Et les ministres n'étaient pas si intéressés que ça jusqu'à présent, mais les institutions, l'Union africaine et la Commission économique pour l'Afrique, un certain nombre d'autres institutions, African Tax Administration Forum, le ramènent en disant c'est un problème, il faut s'y concentrer. Et je crois que là, ça commence à prendre. Et ce n'est que quand ils sauront, ça ne dira pas qu'ils auront une solution immédiatement pour un problème en fait qui n'est pas le leur, hein, qu'ils ne savent pas comment avoir... voilà. Il y a un autre défi aussi, c'est le changement climatique. On a vu en Afrique, aujourd'hui, l'Afrique subit beaucoup de ces changements climatiques. Pourtant, elle n'est pas la plus pollueuse. Et les gens parlent d'énergie propre. Certains estiment que c'est une façon de lutter contre l'industrialisation de l'Afrique. Parce que l'Europe, il a fallu qu'ils fassent le charbon, qu'ils aient tout ce qu'ils ont eu pour s'industrialiser d'abord, mettre en place les infrastructures avant de parler de pollution. Bien sûr. Bien sûr, c'est un autre domaine. Mais la discussion sur le changement climatique a commencé il y a plus de 30 ans. On a fini par s'entendre avec un peu sur ce que les scientifiques disaient. Maintenant qu'on s'est entendu sur comment le définir et ce que c'est, notre réalité et la manière dont on le subit. Quelqu'un me disait l'autre jour qu'une grande partie du problème du Mali, à part les armes qui sont sorties de la chute du régime de Kadhafi, le reste, c'est ces changements climatiques.
Et donc, les gens se déplacent et ça crée des tensions à côté quand les puits sèchent. Mais ça énormément. À la limite, pour les négociations sur les changements climatiques, les Africains, les scientifiques africains et les négociateurs africains ont fait partie de l'exercice depuis les débuts. Enfin, post-Kyoto, hein, on s'est dit que jusqu'à Kyoto, on n'était pas très, très à l'aise avec ce qui s'était passé. Mais après Kyoto, il y a eu quand même un certain nombre de... C'était COP23 qui, à Paris, a donné l'accord. Et les Africains étaient vraiment là. Bon, les institutions qui doivent y travailler sont en place, les gens y travaillent, mais les négociations au niveau global, quand on y va à une table de négociation en position de faiblesse, il se passe ce qui serait passé. Il n'y a pas de position commune africaine sur le sujet? Il y a toujours eu une position commune, il y a eu toujours eu des discussions au niveau africain sur les changements climatiques. J'ai perdu un peu de vue ce qui s'est passé dernièrement depuis l'accord mais ils ont toujours été à la table et les négociateurs et les scientifiques africains ont toujours fait partie de l'exercice. Bon, la réalité sur le terrain étant autre, comme d'habitude, il y a le niveau des négociations. Il faut suivre ce qui se passe au niveau global et les dialogues. Mais le monde s'est entendu sur l'accord de Paris. Donc, ce n'est pas ouvert. La mise en œuvre est différente. La mise en œuvre, il faut avoir les moyens. On avait commencé par la définition de la CODA. 10 ans après que la CODA est mise sur place, si vous devez faire le bilan de la CODA sur les avancées concrètes qui ont été faites, lesquelles seraient-elles? Alors, l'objectif premier de la CODA, c'était d'amener les parties prenantes, et surtout la société civile et les intellectuels, à s'intéresser et à venir dialoguer sur des questions et des thématiques de l'Union africaine. Donc, que les processus intergouvernementaux acceptent d'avoir un engagement structuré avec les autres parties prenantes. Et nous nous réjouissons de voir que il n'y a plus rien qui se passe à l'Union africaine, des grandes questions, où on ne cherche pas à dialoguer ou à faire de l'espace ou à permettre le point de vue de la société civile, au moins, de venir de l'avant. Et je ne sais pas si on le doit uniquement à la CODA, mais certainement la CODA a été là et a forcé pour ça. Les voix de la société civile africaine ne sont pas très, très entendues dans la façon de gérer les pays. Aujourd'hui, en Afrique, un peu partout, la démocratisation est en train de reculer. L'histoire des mandats se pose. Certains veulent 2, 3 mandats. Et la société civile africaine n'a pas une vraie emprise pour faire changer les choses. Pourquoi? Alors, là encore, hein, qui est société civile? Qui est la société civile? Vous, nous? Il y a des institutions. Des intellectuels? Il y a des intellectuels, les anciens chefs d'État, un ancien ministre, n'est-ce pas? Toutes les fondations, les grandes fondations, on ne parle pas des petits. Et donc, tout le monde est devenu presque une société civile et je crois qu'ils ont quand même un impact. La société civile, la définition réductrice que nous donnons à la société civile qui vient de nos pays ou de l'Union africaine où on a l'impression que c'est des gens qui protestent et qui sont dans les rues, ce n'est pas nécessairement que ça la société civile. Le reste de la société civile fait avancer les choses et sur ce continent, on leur doit énormément. Oui, mais on entend, les femmes représentent quand même une marge très importante de la société civile africaine. Mais leurs voix ne sont pas encore très bien entendues comme ailleurs. La voix de la femme dans la société civile africaine, oui. Je crois qu'elle parle aussi fort que toutes les autres. Mais est-ce qu'elle a entendu? Attendu, c'est autre chose. Il faut déjà se structurer proprement, n'est-ce pas? Et donc, je crois que la cause de la femme africaine est définitivement prise en charge. La femme africaine est à la table. Je vais chaque année pour former ou partager ce que nous faisons avec le caucus des femmes du Parlement panafricain. Je crois que le niveau de conscientisation des défis et des problèmes sont là. Mais je suis d'accord avec vous. Il y a différents niveaux Absolument. de femmes. Il y a les femmes intellectuelles et celles qui sont dans les champs, les rurales,
qu'on n'entend pas. C'est clair qu'on ne celles les qui entend tiennent pas. les sociétés. Non, celles-là, on ne les entend pas. Elles viendront. Même les organisations qui s'en occupent ne sont pas nécessairement là. Et qu'on le veuille ou non, même les intellectuels et même celles qui ont une voix qui porte, les décideurs, la prise de décision ne prend pas en charge la problématique du genre encore. Hein. On ne considère pas ça comme étant une priorité encore. Et donc, oui, le travail est à faire encore. Voilà, merci infiniment, Madame Souad Adan Osman. Vous êtes directrice exécutive de la coalition pour le dialogue sur l'Afrique. Que nous parlions avec vous de la CODA, de ses objectifs, et surtout parler de l'Afrique, des flux financiers illicites. Et qu'est-ce que le continent doit faire aujourd'hui pour qu'il soit beaucoup plus uni, pour faire face à une mondialisation de plus en plus dévastatrice pour ces populations. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.